Ensuite, nous parlerons du traitement de l'irritabilité dans les troubles du spectre autistique, en particulier des antipsychotiques atypiques. Nous commencerons par parler d'un cas. Madame D est une jeune femme de 17 ans qui parle très peu, souffre d'un trouble du spectre autistique et insiste profondément sur l'uniformité, les rituels et la routine. Les soignants avaient prévu de s'occuper de D dans la maison familiale jusqu'à l'âge adulte, mais ils l'amènent chez vous pour un traitement parce qu'il y a eu des problèmes croissants d'agression et d'automutilation qui ont fait que les parents ne sont pas sûrs de pouvoir s'occuper de D jusqu'à l'âge adulte. Avec de petites limites ou des changements dans sa routine, D se livre de plus en plus à des coups de tête vigoureux, à des frappes agressives et à des pincements à l'encontre des soignants. La santé déclinante de son père a fait qu'il n'est plus aussi disponible pour structurer la journée en dehors de l'école et que D a plus de temps libre, ce qui semble avoir aggravé certains de ses problèmes de comportement. Le traitement de l'irritabilité est une raison très fréquente pour laquelle les patients atteints de troubles du spectre autistique sont amenés à consulter le clinicien prescripteur, qu'il s'agisse de patients autistes à haut niveau de fonctionnement ou de patients autistes souffrant d'une déficience intellectuelle substantielle concomitante. Nous pourrions comprendre l'irritabilité constructive comme étant liée à des problèmes de régulation émotionnelle, de tolérance à la frustration, de progression rapide vers des comportements dangereux tels que l'agression, l'automutilation, le jet d'objets, la destruction de biens, la fuite en réponse à des demandes non préférées, de telle sorte que les familles marchent sur des œufs. Le premier essai dont je souhaite vous parler est celui de la risperidone pour le traitement de l'irritabilité. Il s'agit d'un essai réalisé par le groupe RUPP, un groupe d'institutions universitaires qui ont mis en commun leurs ressources pour étudier le traitement des interventions basées sur les médicaments pour les problèmes de comportement, en l'occurrence les patients autistes. L'étude a porté sur 82 garçons, 19 filles, âgées en moyenne de 8 ans. Les sujets devaient présenter une irritabilité importante, mesurée à l'aide de la sous-échelle d'irritabilité de l'Aberrant Behavioral Checklist, liste de contrôle des comportements aberrants, au moment de leur participation à l'essai. Il s'agissait d'un essai de 8 semaines. Il s'agissait de groupes parallèles en double aveugle contrôlés par placebo. Les cliniciens ont été autorisés à utiliser des doses flexibles comprises entre 0,5 mg, 3,5 mg de risperidone par jour. Un répondant a été jugé comme une personne ayant une réduction de 25% du sous-score d'irritabilité de la liste de contrôle des comportements aberrants, Aberrant Behavior Checklist. Il fallait une réduction de 25% et une très grande amélioration ou une grande amélioration, selon l'échelle CGI, Clinical Global Impression Improvement Scale. Une amélioration importante ou très importante est un répondeur, ce qui s'ajoute à la réduction du score ABCI. Il s'agit donc d'une norme élevée pour déterminer si une personne a répondu ou non au traitement. Le chiffre que je veux vous montrer ici concerne le pourcentage de sujets qui ont répondu à la risperidone par rapport au placebo. Vous verrez que 34 des 49 sujets sous risperidone ont répondu au traitement, contre seulement 6 sous placebo. Il s'agit donc d'un essai positif qui atteste des avantages de la risperidone. Si nous creusons un peu plus les résultats, nous constatons une réduction des stéréotypies et de l'hyperactivité. Ainsi, même si je ne considérerais pas la risperidone comme un traitement du TDAH, dans ce cas, il s'agit de sujets très agressifs. Il peut y avoir une réduction des symptômes d'hyperactivité avec l'utilisation de la risperidone et il n'est pas inhabituel de voir ce domaine s'améliorer. Les effets indésirables observés au cours de cet essai, dont le plus important est la prise de poids, ont été de 2,7 kg au cours de ce court essai de 8 semaines, contre une prise de poids de 0,8 kg dans la population sous placebo. Outre l'augmentation de l'appétit, la fatigue, la somnolence, les vertiges et la bave étaient plus fréquents dans le groupe risperidone. Il n'y a pas eu de différence dans les symptômes extrapyramidaux, comme les dystonies focales, le parkinsonisme ou la cachexie, mais encore une fois, il ne s'agit que d'un essai de 8 semaines. Le risque potentiel d'hyperprolactinémie est un élément important à prendre en compte lors de l'utilisation de la risperidone. L'utilisation d'antipsychotiques ayant une affinité des deux relativement élevée, comme la risperidone ou l'halopéridol, par exemple, justifie une surveillance des symptômes d'hyperprolactinémie. Les symptômes de l'hyperprolactinémie que le clinicien doit surveiller comprennent la suppression ou l'anomalie des menstruations, la gynécomastie, la galactorrhée, la déminéralisation osseuse ou la diminution de la libido. La surveillance des taux de prolactine peut inciter les cliniciens à ne pas oublier de poser des questions sur ces symptômes. Lorsque des taux élevés de prolactine sont associés à des symptômes d'hyperprolactinémie, les symptômes cliniques dont j'ai parlé, les cliniciens doivent envisager de diminuer le dosage, de changer complètement d'agent pour la risperidone ou, dans les cas graves, d'ajouter un agoniste dopaminergique tel qu'un faible dosage d'aripiprazole, qui peut effectivement diminuer les taux de prolactine et inverser l'effet secondaire en question. Le syndrome métabolique et la prise de poids constituent un autre effet secondaire important de la risperidone dont il faut parler plus en détail. Un essai a examiné la metformine pour le traitement de la prise de poids chez les personnes autistes qui devaient prendre de la risperidone ou de l'aripiprazole pour le traitement de l'irritabilité. Il s'agit d'un essai de 16 semaines en double aveugle contre placebo sur 60 sujets âgés de 6 à 17 ans.
Tous les sujets avaient pris du poids à cause d'antipsychotiques atypiques utilisés pour traiter l'irritabilité. Les sujets devaient être stables pendant 1 mois avec le dosage de l'antipsychotique et avoir une augmentation d'environ 7% de l'IMC, ce qui a été en quelque sorte l'élément déclencheur pour aller de l'avant avec cet essai de metformine. La posologie était de 500 mg 2 fois par jour au moment des repas pour les enfants de 6 et 9 ans qui ont participé à l'étude et de 850 mg 2 fois par jour pour les sujets âgés de 10 à 17 ans. Les principaux résultats étaient de savoir si la metformine était tolérable et sûre et s'il y avait ou non une diminution du taux d'augmentation de l'IMC mesuré à l'aide du Z-score. Les résultats de cet essai ont en effet montré que la metformine était utile pour réduire le taux de prise de poids induit par des médicaments comme la risperidone et d'autres antipsychotiques atypiques contre l'irritabilité dans l'autisme. La prise de poids moyenne due à la metformine sur la durée de l'essai de 3 mois était inférieure à celle du placebo. Et 11% des sujets prenant de la metformine ont même vu leur IMC diminuer de 8 à 9%. Il est à noter que les différences en termes de taux d'augmentation du poids ne sont apparues qu'au bout de 8 semaines. Il est donc important de ne pas abandonner la metformine trop tôt. Un essai de 2 à 3 mois est nécessaire pour déterminer s'il y a un réel bénéfice. La metformine a été tolérée par cette population de patients. La principale différence était la fréquence des jours de troubles gastro-intestinaux. Les troubles gastro-intestinaux comprennent notamment la gêne abdominale, la diarrhée, les ballonnements ou les flatulences. Un sujet du groupe metformine a présenté une agitation importante et a dû quitter l'essai pour cette raison. Pour terminer cette section, je mentionnerai brièvement un essai réalisé sur l'aripiprazole dans l'autisme. Il s'agit d'un essai financé par une entreprise pharmaceutique portant sur 98 sujets, enfants et adolescents autistes âgés de 6 à 17 ans et présentant une irritabilité importante. Il s'agissait d'un essai en double aveugle contrôlé par placebo d'une durée de 8 semaines avec une posologie comprise entre 2 et 15 mg par jour. Les sujets ont fini par recevoir une dose moyenne d'aripiprazole de 8,5 mg par jour et ont obtenu des réductions plus importantes de la sous-échelle d'irritabilité ABC par rapport au placebo. Il s'agit d'une différence significative. Il s'agit donc d'un essai positif qui atteste de l'amélioration de l'irritabilité grâce à l'aripiprazole. Les effets indésirables les plus fréquents étaient la fatigue et la somnolence. Une prise de poids a également été observée avec l'aripiprazole, 2,1 kg sur un essai de 8 semaines contre 1 kg avec le placebo en termes de différence moyenne. En ce qui concerne l'approche clinique du traitement de l'irritabilité chez les patients atteints de troubles du spectre autistique, les cliniciens doivent savoir que les meilleures données probantes concernent la risperidone et l'aripiprazole, qui ont tous deux une indication de la FDA pour le traitement de l'irritabilité. Les principaux points à retenir de cette section sont les suivants. La risperidone et l'aripiprazole bénéficient d'une indication de la FDA pour le traitement de l'irritabilité chez les enfants et les adolescents atteints d'autisme. Les effets secondaires métaboliques, notamment la prise de poids, sont fréquents lors de la prescription d'antipsychotiques pour traiter l'irritabilité chez les autistes. La prise de poids sous antipsychotiques chez les patients autistes peut être atténuée par l'ajout de metformine pour les patients qui prennent beaucoup de poids au cours des premières semaines de traitement.